Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Alors, le sujet du jour, c'est la grande distribution pour des startups foodtech. Et je pense que c'est toujours un sujet très important et vous avez beaucoup de questions à nous poser. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons avec nous trois profils différents, j'allais dire. D'abord, on va avoir la vision retail et performance. Après, on a la vision d'un distributeur et aussi vision de startup. Donc, j'ai avec moi la vision retail, c'est Damien. Je vais vous laisser la parole à se présenter par la suite. Distributeur, c'est Catherine. Et la startup, c'est Malgorzata. Donc, avant de commencer, d'aller directement vers les questions, je vous laisse le temps de se présenter et après, je vais l'apprendre par la suite. Vas-y, à vous la parole. Alors, je commence. Damien Beneteau, donc je suis directeur commercial retail de Média Performance. J'ai un parcours d'un peu plus de 20 ans dans la grande distribution sur de la commercialisation, puisque j'ai travaillé 7 ans pour Procter & Gamble France, 7 ans pour Savencia. J'ai travaillé un peu moins de 4 ans pour Agro Mousquetaire, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Catherine et vous allez comprendre aussi Malgorzata. Donc, j'ai travaillé sur des stratégies go-to-market, sur comment on référence les produits, comment on développe la détention et la performance des produits en rayon. Donc, moi, c'est Catherine Codici, je suis directrice innovation R&D donc dans le pôle industriel d'Intermarché Agro Mousquetaire. Et moi, je suis un bébé mousquetaire puisque ça va faire 27 ans que je suis au sein du groupement des mousquetaires. Donc, pendant plus de 20 ans sur le service marketing des marques de distributeurs et depuis à peu près 6 ans chez Agro Mousquetaire. Et je vais effectivement vous partager ma connaissance que j'ai du distributeur qui est Intermarché pour vous projeter en tant que marque sur cette enseigne. Bah, merci beaucoup. Vous avez attendu. N'hésitez pas à taper les questions au fur et à mesure. À toi, Malgorzata. Bonjour à tous. Donc, je suis Malgorzata Touar. Je suis cofondatrice et présidente d'une start-up qui s'appelle Weldic France avec les boissons innovantes au collagène de la marque Coel. Et je suis là aujourd'hui pour témoigner de ma vision de start-up, mais aussi pour le contexte. Nos boissons sont fabriquées dans une usine du groupe Agro Mousquetaire et où j'ai eu plaisir de rencontrer Damien Beneteau, qui était responsable de ce pôle industriel également, pas seulement commercial, et Catherine Colucci dans le cadre de R&D et innovation. Eh bien, merci beaucoup. Avant d'entrer dans les questions, surtout de savoir les étapes clés de référencement, j'aimerais bien poser la question à Damien. Peut-être vous allez nous répondre pourquoi la grande distribution elle est très importante pour la startup foodtech. La grande distribution, c'est là où se concentre un peu plus de 88% des achats des foyers français. C'est un taux de pénétration de 100%. Tout le monde fréquente la grande distribution. Alors parfois on mixe avec entre les enseignes, on mixe avec d'autres circuits que sont les marchés traditionnels notamment. Mais aujourd'hui, c'est le circuit de référence qui permet d'avoir à la fois du volume, qui permet de créer de la différenciation et qui permet d'avoir un support suffisant pour demain faire de la communication aussi pour une marque. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on fait face à des distributeurs qui cherchent à différencier leurs enseignes, notamment par la marque distributeur, mais aussi dans leur offre. Donc, ils se regroupent à l'achat pour certains, pour les multinationales, avec des centrales qui sont en Espagne ou aux Pays-Bas. Mais ce qu'ils cherchent avant tout, c'est se différencier par une offre qui soit locale, soit justement très innovante. Et donc, c'est un vrai territoire de conquête pour l'innovation et donc pour les startups. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je commence juste petite introduction sur le programme. Donc, au début, on va vraiment se focaliser sur le référencement. Je pense que c'est important. Donc, je pose la question aux distributeurs. Pardon, Catherine. Je vais juste dire ça comme ça, ils vont savoir où s'adresse vraiment à un distributeur. Donc, selon vous,
vraiment, quels sont les 3 critères non négociables que vous allez vraiment référencer une startup? Après, à quel moment vous jugez qu'elle est prête à intégrer la grande distribution, où vous pouvez parler de vraiment Intermarché? Et quel est le parcours type de référencement de la startup? C'est le process peut-être. Vous allez nous parler un peu de l'événement que vous êtes en train de faire chaque année peut-être. Donc, à vous, la grande distribution. Donc, pour les 3 critères non négociables, je pense qu'effectivement, le produit développé ou le produit proposé doit apporter de la valeur à la catégorie en question, soit en levant des freins à la consommation du produit, ou soit apporter une motivation supplémentaire. Et fondamentalement, il faut que le produit proposé réponde à une attente forte consommateur non couverte. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, c'est assez, on lit ça dans les cours ou dans les livres de marketing, mais c'est avoir le bon mix produit. On peut avoir une bonne idée produit, mais si elle est mal exécutée, parfois ça tombe à l'eau. Donc avoir le bon produit, le bon prix, le bon packaging, avec les bonnes promesses. Et puis, dans un deuxième temps, sans doute faire de la promotion pour réaliser cet acte d'achat qu'on attend du consommateur. En tout cas, de permettre, via un bon de réduction ou une réduction de prix, de passer à l'acte d'achat. Et le troisième critère, je pense que c'est avoir les bonnes conditions de vente. Donc là, je parle de logistique. Et aussi, si possible, avoir une force de vente pour passer dans les magasins et avoir un contact avec les chefs de rayon et faire la promotion du produit. Par rapport à votre deuxième question, c'est à quel moment une start-up est-elle jugée prête pour la grande distribution? Je dirais que la start-up doit faire ses preuves. Donc, je pense qu'il faut commencer localement, dans un magasin, dans plusieurs magasins, vraiment commencer comme un bac à sable de contact avec les consommateurs, de réaliser un peu ce pilote pour s'assurer que le concept produit, voilà, ce que je vous disais, a le bon prix, le bon packaging, que s'assurer que le produit en question répond bien aux consommateurs. Et après, par rapport au parcours de référencement, je dirais qu'il faut se faire connaître. Donc sur les réseaux sociaux dès que possible, voilà, même sur LinkedIn, dans les salons, comme le salon d'innovation, le CIAL par exemple. Et pour rentrer chez Intermarché, il y a plusieurs clés d'entrée. Il y a être en contact ou prendre contact avec les responsables des catégories, donc c'est les équipes de développement catégoriel qui identifient les produits à référencer dans l'enseigne. Donc au sein d'Intermarché, c'est la direction de l'excellence opérationnelle. De prendre contact avec eux et de présenter vos innovations. En général, chez Intermarché, ça se passe entre juin et juillet pour le référencement d'un produit l'année suivante. Et il faut savoir que chez Intermarché, il y a un salon chaque année, le salon des nouvelles tendances de consommation. Et cette année, ça aura lieu le 2 juin chez Intermarché. Oui. Si vous avez un lien, n'hésitez pas à le partager avec nous. Oui, je le ferai, je vais le faire, Merci. quand quelqu'un d'autre prendra la parole. Et voilà, c'est un bon salon aussi pour promouvoir effectivement ces nouvelles tendances. Et en tout cas, comme le disait Damien, hein, chaque enseigne cherche à se différencier. Ça passe aussi par justement des startups qui proposent des produits différenciants, qui répondent à un service, qui répondent à une attente non couverte ou pas totalement couverte par des marques nationales, par exemple. Okay. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter sur justement l'importance de l'innovation, c'est que, et ça c'est certains et compères qui le disent, l'innovation c'est que 1,5% du chiffre d'affaires
toutes catégories confondues en grande distribution. Donc on peut se dire c'est pas beaucoup, mais en fait les catégories qui évoluent le plus, c'est les catégories où il y a beaucoup d'innovation. Donc c'est à la fois générateur de nouveautés, c'est générateur de trafic en magasin, mais il faut aussi se dire les choses, c'est que sur 3 innovations lancées, il n'y en a que 2 qui sont encore présentes 1 an après. Donc ce qu'il faut, c'est ce que disait Catherine, hein, c'est pouvoir éprouver, être prêt pour pouvoir éprouver l'innovation, qu'elle soit durable en rayon. Donc je pense que ça, c'est aussi important. Et donc, notamment les salons, prendre du feedback, c'est aussi important pour savoir si on est prêt, au-delà du packaging et au-delà des éléments essentiels au référencement. Vous avez en quelque sorte répondu un peu à ma question, Damien, c'est que quelles données la startup vraiment elle doit absolument maîtriser avant d'aller voir un distributeur ou un acheteur? Est-ce que c'est la logistique, le prix, la promotion? Selon vous, un peu tout ça, en fait. Un peu tout ça. Non, mais, ce qui est important, c'est que souvent, quand on fait une innovation, on va se concentrer sur le produit et sur sa technologie. La réalité, c'est que la grande distribution, elle ne va pas acheter un produit, elle va acheter un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui va être complémentaire ou additionnel à son offre existante. Donc, en fait, il ne faut pas vendre un produit, il faut vendre une performance en rayon. Et pour ça, ça veut dire on doit être pro de son produit, mais on doit découvrir ce qu'est la catégorie. Donc, moi, je vous invite à aller en rayon, à interroger un chef de rayon pour voir quelle est l'offre concurrente, pour aller voir quelles sont les sorties, quel est le positionnement prix. C'est tous ces éléments-là qu'il faut pouvoir maîtriser pour pouvoir monter un argumentaire et pour pouvoir se positionner sur le sujet. Alors, j'ai parlé de performance en rayon, j'ai parlé de chiffres, mais en fait, ce qui intéresse le distributeur, c'est sa marge. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un magasin, pour pouvoir réussir à couvrir ses charges fixes, doit faire entre 20 et 25% de marge. C'est-à-dire que ça lui permet de couvrir ses charges fixes. Donc, ils vont demander beaucoup plus. En dessous de 30% de marge pour le point de vente, je pense qu'il n'y a même pas d'écoute. Et donc, il faut peut-être, en tout cas, en fonction des catégories, encore une fois, mais il vaut mieux essayer de viser un 50% quand on est sur une innovation. Et là, ça permet vraiment de se différencier des marques nationales qui, certes, investissent beaucoup en médias, mais qui donnent un peu moins en termes de marge. Donc, si vous avez un produit que vous voulez vendre à l'enseigne 2 €, ça veut dire que vous allez le mettre en rayon à 3 € hors taxe. Donc, dessus, il faut rajouter la TVA. Donc, ça dépend du type de produit sur lequel vous êtes. Si c'est sur de l'alimentaire, évidemment, vous êtes plutôt sur du 5,5. Et donc, il faut regarder l'univers concurrentiel que vous avez en termes de prix. Donc, si votre produit, vous voulez le vendre 2 €, il va le vendre 3 €, 3,10 €. Et donc, il faut voir si à ce prix-là, vous êtes attractif ou pas pour les consommateurs au regard de la concurrence que vous pouvez avoir. Il faut prendre aussi en considération, on parlait de la logistique, mais le colisage, le nombre de colis. Si on estime qu'on va avoir des ventes qui sont de 8 ventes par semaine par magasin et que vous avez des colis de 12, ça peut poser souci. Alors que si vous avez un colis de 6, c'est peut-être plus avantageux. Donc voilà, il faut aussi prendre en considération ces aspects-là. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux que le magasin recommande plutôt que d'avoir de la casse. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, Myriam. Oui, en fait, je suis curieuse. Peut-être, de côté, vous avez parlé de tous ces éléments-là et ce qui est important, ce qui n'est pas important. Mais est-ce que vous avez eu une entreprise où vous avez dit ça, oui, on l'accepte vraiment, genre tout de suite, qui vous a attiré l'attention, et de l'autre côté, ça non, on ne peut pas l'accepter, ça ne marche pas. Ça peut être pour vous deux, Catherine et Damien, mais je pense que selon votre expérience, vous avez dit 20 ans et un peu plus pour vous, Damien. Est-ce que vous avez eu vraiment un truc qui attire dès le début et de l'autre côté, vous allez dire non, ça ne nous intéresse pas? Ouais, alors moi je l'ai plutôt suivi, on va dire ça comme ça, en tant qu'industriel. Je vais vous citer 2 exemples qui sont, alors qui ne sont pas des produits de start-up, mais qui sont des produits de grande consommation de grosses boîtes. Donc une lessive à l'époque qui a été lancée avec une super marque qui s'appelait Monsieur Propre
qui a été refusé par toute la distribution. Pourquoi? Parce que positionné comme premium à l'époque, et donc qui sortait du corridor acceptable par les consommateurs. Donc, pourtant, la grosse boîte américaine qui est leader dans les nettoyants ménagers, dans les lessives, s'est trompée d'un point de vue marketing sur le positionnement de prix de son produit. Donc, la promesse pour le distributeur, c'était de lui apporter beaucoup de valeur, mais au final, ça n'a jamais trouvé son public. Pourquoi? Parce que le public n'acceptait pas de payer si cher sa lessive. Et à contrario, je vais vous prendre un produit alimentaire donc je vais même le citer, c'est de la feta, c'est des groupes Savencia avec la marque Islos, qui a été lancée il y a maintenant 6 ou 7 ans, qui était une feta AOP, donc un produit un produit plutôt premium, mais sur lequel on a rencontré un distributeur qui nous a dit, en fait, il vaut mieux que vous réduisiez la tranche du produit pour tomber sous le prix psychologique justement de 3 €, pour être à 2,90 €, parce qu'en fait, on passe un seuil psychologique sur les 3 €, et plutôt que d'avoir une tranche de 220 grammes, il vaut mieux avoir une tranche de 200 grammes pour pouvoir avoir ce prix psychologique. Et ça a été élu la meilleure, ça a été la première, en tout cas dans le top 5 des innovations de l'année où elle a été sur toutes les innovations présentes en grande distribution. Et un des facteurs clés de succès, ça a été justement d'avoir un prix psychologique qui était bien placé. Alors évidemment, il y avait de la communication, évidemment, il y a eu du référencement, mais on a obtenu ce référencement justement parce qu'on a pu prendre en considération, sur le feedback d'un distributeur, le bon positionnement de prix. Eh ben, merci beaucoup. À toi, Malgorzata, en fait, là, on a vu la vision de distributeur et de performance. Toi, tu as un exemple concret que tu peux parler vraiment de combien tu as pris de temps, surtout, combien de process tu as pris. Ça peut être, je ne sais pas, 1 mois, ça peut être 6 mois. Et surtout, c'était quoi ton plus gros challenge, on peut dire surprise, pour ne pas dire problème? Oui, je pense que, autant que start-up, mais je pense que je suis représentative pour la plupart, on n'est pas conscient au départ des difficultés, des complexités du marché. On part avec beaucoup d'enthousiasme avec son produit. Dans notre cas, c'est vraiment une innovation. Bon, c'est des boissons au collagène. Déjà, les boissons fonctionnelles, nous, on commençait en France en 2022. On ne savait pas vraiment ce que c'était ces boissons fonctionnelles, on découvrait. En plus, c'est une niche collagène, bon, il fallait le faire connaître aussi. On est à la limite entre boissons, aussi les compléments alimentaires. Donc, on est vraiment dans le segment de boissons. C'est aussi une démarche un peu audacieuse au départ. Mais bon, chaque parcours est différent et nous, on a eu une très grande surprise. Et voilà, c'est sur la publication, comme disait Catherine, donc nous, c'est LinkedIn. J'avais mis une information que bientôt sur le marché français, les boissons innovantes au collagène. Et j'ai été contactée très rapidement, c'était les enseignes Casino. Et en fait, il faut avoir de la chance parfois ou voilà, une expérience un peu inattendue. Les groupes, les enseignes Casino avaient déjà prévu lancer les boissons fonctionnelles avec une vingtaine de startups, avec une offre très inattendue peut-être. Et on était les seuls avec le boisson en collagène parmi les premières boissons des apéritifs sans alcool ou autres boissons comme kombucha ou d'autres propositions très intéressantes. Et en fait, on s'est retrouvés très, très rapidement. Je crois qu'on a signé notre contrat en avril. Je ne me suis même pas rendu compte de ce qui nous arrivait. Et on s'est retrouvés avec nos produits au mois de juin. Bon, donc ça a pris très, très peu de temps. Et dans plus de 400 magasins. Donc là, un apprentissage en accéléré sur tous les niveaux. Donc la plateforme EDI,
le passage par les commandes, les codes, la logistique, l'entrepôt. Il fallait trouver un entrepôt, un prestataire qui pouvait préparer les colis. On n'avait pas la vision des commandes d'une semaine à l'autre puisque c'était des commandes hebdomadaires. Donc, bon, on a énormément appris. Évidemment, ça nous a apporté une visibilité dans les rayons, mais il faut dire que les startups ne sont peut-être pas toujours préparées à avoir la force de vente, à pouvoir communiquer de la meilleure façon, d'avoir les moyens pour les dégustations des actions sur le terrain. Et pour nous, 400 magasins dans toute la France, voilà, c'était beaucoup. Et donc, on est resté dans les enseignes jusqu'au bout, puisqu'on était jusqu'au bout, je dis jusqu'au moment de restructuration, de vente de magasins par les enseignes Casino à d'autres groupes. Mais on était dans les startups qui se vendaient, dans les produits qui se vendaient, même sans avoir les vrais soutiens, on va dire, sur le terrain ou dans les rayons. Et bon, après, quand on est resté encore après l'action de l'innovation, c'était un cadeau sans être cadeau, parce qu'on s'est retrouvé face aux grands groupes, grands produits très connus, marketés. Et en plus, on devait, ce qu'on appelle, éduquer le marché sur nos boissons, parce que la plupart des personnes dans les circuits de la grande distribution étaient très surprises et pas forcément encore au courant des bienfaits du collagène. Bon, aujourd'hui, nous sommes bien avancés, même si peut-être pas autant que les États-Unis, l'Amérique du Nord ou l'Asie, mais ça vient, et c'est un segment émergent. Donc ça, c'était notre expérience jusqu'à 2024. Ensuite, c'était très difficile puisqu'on n'avait plus de commandes, mais entre-temps, en parallèle, en 2024, justement, on est rentré, et ça je peux citer grâce à Vitagora, en relation avec le groupe Agromousquetaires et qui nous a donné l'opportunité de pouvoir fabriquer dans une usine puisqu'on a besoin des standards extrêmement hauts avec des lignes aseptiques. Et donc, voilà, à la fin de notre présence dans le rayon, on a commencé à avoir nos produits made in France avec un combat. C'est jamais simple pour les startups au début. Et aujourd'hui, nous recommençons à rentrer dans les premiers magasins Intermarché. Et encore, je ne veux pas dire que puisqu'on a eu ce soutien de la direction intéressée par notre innovation, de voir aussi le process, comment ça fonctionne. C'est la première boisson en collagène dans le groupe. Ça ne veut pas dire que les magasins Intermarché vont être ouverts ou ouvrir les bras, etc. Ils peuvent être intéressés, voilà, s'ils sont déjà portés par l'innovation. Donc, ce n'est pas automatique. Mais effectivement, grâce à on va dire, le fait qu'on fabrique, on est déjà dans on peut voir qui on est ou ce qu'on représente. Et on commence à rentrer depuis l'automne, depuis novembre 2025, dans le premier magasin Intermarché. Donc, cette fois-ci, on est beaucoup plus, plus mature par rapport peut-être à déjà le marché et puis nous dans notre démarche. Et on rentre magasin par magasin. Et je pense que c'est justement ça. Il faut stabiliser et ne pas perdre l'avancée qu'on pouvait avoir ou s'imaginer, tiens, bingo, on est au niveau national et la vie est belle. Non, c'est un combat à chaque instant. Il faut prouver la valeur des produits et surtout qu'ils se vendent. Donc, en parallèle, il faut qu'on donne envie aux consommateurs de nous découvrir, de nous tester et ensuite de fidéliser. Voilà. Donc, c'est un peu de tout. Oui, mais sans enthousiasme et sans motivation, je pense qu'on n'en serait rien. Donc, pour chaque start-up, c'est sans doute aussi cette passion et d'aller de l'avant et défendre son produit, son segment, sa niche. Pour nous, voilà, nous, on veut exister sur le nouveau segment, on veut le former aussi. Donc, mais rien n'est simple. Voilà.
Merci beaucoup, Malgorzata. Donc, je vois que pour être référencé, vraiment, ça ne dépend pas que juste d'avoir un bon produit, mais d'autres facteurs que vous venez de citer. Ce qui me ramène à la prochaine ou la série de questions, c'est par rapport à levier de performance, vraiment comment on peut passer de juste un seul magasin à 10 magasins ou 11 magasins ou toute la France, par exemple. Et donc, pour Damien, qu'est-ce qu'on fait un produit qui reste ou qui disparaisse en 3 mois, hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vraiment, comment vous allez faire? Comment vous jugez? Et c'est quoi pour vous les ROI qu'ils doivent avoir immédiatement? Je sais pas, je sais que ça peut ne pas être un choix facile, mais vous avez certainement un process à valider, à mettre en place que les startups et les entreprises ils s'intéressent à savoir. En fait, la seule réponse, c'est la performance produit. Et la performance, elle va se lire sur 3 niveaux finalement. C'est la capacité à avoir de la rotation, le nombre de ventes qui est faite, parce que si on s'est mis d'accord en termes de référencement sur un niveau de marge, la marge, elle en découle. Donc, pour avoir la rotation, c'est est-ce que j'ai le bon prix? Est-ce que ma promesse, elle est claire? Elle est suffisamment claire? Est-ce que je suis lisible en rayon? Si on prend l'exemple du produit de Malgorzata, qui est une boisson au collagène, est-ce que ce produit-là, il doit être mis plutôt dans le rayon bien-être, plutôt dans le rayon beauté ou plutôt dans le rayon boisson? Et ça, ou dans le rayon snacking, éventuellement. Donc ça, c'est un critère qui est assez essentiel sur comment est-ce que j'ai la bonne rotation. Ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième levier de performance, c'est la visibilité. Est-ce que j'ai le bon merchandising? Est-ce que je suis mis au bon niveau? Est-ce que je suis suffisamment visible? Est-ce que j'ai de la promotion pour faire essayer ou justement pour déstocker? Est-ce que j'ai aussi une présence en digital? Est-ce que j'ai bien, au-delà d'être référencé dans le linéaire, on sait que voilà, le drive, c'est entre 10 et 15% en fonction des enseignes des commandes, mais est-ce que le produit que j'ai en fond de rayon, est-ce qu'il est aussi présent en linéaire? Donc, le deuxième levier de performance après la rotation, c'est la visibilité. Et le troisième, c'est l'activation. Est-ce que j'ai la bonne activation? Est-ce que je dois faire des animations en magasin, une dégustation? Parce qu'un produit, parfois, il faut le faire essayer. Est-ce que j'ai du support force de vente? Donc, j'ai vu qu'il y avait une question qui tournait autour de ça. On a 2 types de distributeurs, des gens qui sont très centralisés, Casino, Auchan, Carrefour, puis ensuite les indépendants où là, chaque magasin va faire ce qu'il veut. Néanmoins, sans support force de vente, le bel emplacement que je peux avoir, s'il n'y a pas l'étiquette prix, si je ne suis pas à côté peut-être du leader du marché, je vais être beaucoup moins visible et donc moins performant. Et puis ensuite, est-ce que j'ai une communication qui est ciblée? C'est aussi ça qu'on peut mettre dans l'activation. Donc, le vrai juge de paix, pour pouvoir rester, c'est ça, c'est la performance qui est la combinaison entre le produit, sa visibilité et son activation. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Et pour répondre à la question de François, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur le support, justement, l'activation qu'on peut avoir? Donc déjà, il y a tout ce qu'on peut imaginer en amont, en termes d'activation, que ce soit communication, promo ou merchandising. Mais le fait de vouloir visiter les magasins post-référencement, ça, on va en parler peut-être tout à l'heure sur est-ce que j'ai un référencement national, local, régional? Ce n'est pas tout à fait le même support qui est demandé. Et donc, dans les bonnes pratiques, il y a à partir de quand je mets en place ma propre force de vente, ou est-ce que je mutualise? Est-ce que je fais appel à une société de marchandiseurs? Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est surtout, c'est pas tant de gagner un nombre de points de vente, c'est un moment, la question qui va se poser, c'est le point de bascule. Est-ce que je stabilise bien ces points de vente pour être présent, surtout si j'ai un produit saisonnier? Et donc potentiellement, il y a aussi la mutualisation avec d'autres sociétés, se faire accompagner ou confier sa commercialisation à un groupe spécialisé. C'est aussi un moyen d'avoir du support en point de vente post-référencement. Merci beaucoup. À vous, Catherine, qu'est-ce que votre enseigne attend vraiment d'une entreprise ou d'une start-up après référencement? C'est quoi les étapes ou vos attentes? Je pense que Damien l'a bien résumé, mais
effectivement, le produit doit trouver sa place assez rapidement. Je sais que l'enseigne laisse le temps, 6 mois, 1 an, pour confirmer ou infirmer ce qu'on appelle effectivement des rotations. Donc, l'enseigne laisse le temps au consommateur de découvrir, de voir le produit, de découvrir le produit, de l'acheter, de le réacheter. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Damien l'a dit, on est à 1% du chiffre d'affaires qui est réalisé par l'innovation. Si on ne lui laisse pas le temps d'émerger et de se vendre, ça va très vite, en fait, ça prend très vite fin. On parlait de performance avec l'enseigne. En fait, l'enseigne définit ce qu'on appelle des ventes moyennes mensuelles du produit. Et l'idée, c'est qu'au fil des mois, le produit soit à l'atteinte de la performance objectivée. Idéalement, cette innovation doit développer le chiffre d'affaires du magasin. Ce qu'on appelle apporter de l'incrémental pour grossir le chiffre d'affaires et la marge du point de vente. Et on l'a déjà évoqué, c'est très important. Plus que jamais, les enseignes cherchent à se différencier entre elles. Et je pense effectivement que l'innovation, la présence de produits innovants, de start-up, nourrit cette image innovante parce que malgré tout, les Français, malgré les restrictions budgétaires, des budgets plutôt serrés suite à l'inflation, aiment quand même découvrir des nouveaux produits, surtout si ces produits répondent à des attentes non couvertes. Et on l'a évoqué en termes de marge ou de chiffre d'affaires. Le produit, s'il est frais, doit rapidement générer peu de casse, avoir la bonne marge et d'un point de vue consommateur, effectivement, déclencher assez rapidement des actes d'achat pour que le produit puisse monter progressivement en linéaire en termes de vente moyenne mensuelle, d'être acheté, et normalement, ça se passe plutôt bien. Et ben donc, une startup, elle peut être un partenaire plutôt qu'un fournisseur avec vous. Après, je ne sais pas, 1 an, 2 ans peut-être. Je pense que la vision Intermarché, c'est avant tout des commerçants, des adhérents, des propriétaires de magasins. Donc, on a ce sens du commerce, et le commerce se fait effectivement à travers des partenaires, que ce soit des marques nationales, que ce soit des fabricants de marques de distributeurs comme on l'est, ou d'autres PME, et aussi des startups. En fait, le projet doit être gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'innovation puisse générer aussi de la marge pour la start-up, pour continuer à investir, pour continuer à être visible, pour embaucher, pour suivre cette croissance, même en termes de structure. Et puis, pour l'enseigne, c'est du chiffre d'affaires, de la marge, de la différenciation. Donc oui, tout ça nourrit plutôt une relation partenaire qu'autre chose. Merci. Ça m'intéresse aussi d'avoir le retour de Malgorzata, la start-up. Toi, comment tu as passé, par exemple, d'être présente en un seul magasin, peut-être vers plus que, je ne sais pas, 4 ou 5 ou peut-être 10 Oui, c'est en fait, quand on arrive avec une innovation, déjà, il faut pouvoir séduire les adhérents. Aujourd'hui, c'est aussi un test parce que, comme disait Damien, on ne sait pas encore où nous placer vraiment. Bientôt, il y aura de boissons fonctionnelles, des rayons spécifiques que pour ça. Ça viendra, je pense, très rapidement.
Mais aujourd'hui, par exemple, on fait des tests. Le premier, c'est Hypermarché Dole. Bon, c'est très bien, c'est un très beau magasin qui fait aussi de l'expérimentation avec les nouveaux produits. Et là, on est sur l'espace de parapharmacie, autant que cosmétiques à boire. Donc, il y a beaucoup de poudre de collagène ou gélules. Voilà, on est la seule boisson. Donc, ça, c'est magasin qui nous a fait connaître aussi, parce qu'il y a d'autres adhérents qui nous ont contactés. Par exemple, tout récemment, un adhérent à Aix-en-Provence qui est le premier à mettre les rayons pour les produits pour les sportifs, en fait. Le boisson, le protéiné, le bar. Voilà. Et après, c'est aussi la participation l'année dernière au salon de ces nouvelles tendances d'Intermarché. C'est vrai que ça nous a donné cette visibilité, ça nous a fait connaître et on a été contacté aussi par les adhérents. Voilà. Eh ben, Je pense qu'il y a peut-être un sujet qui est la communication. Aujourd'hui, quand on regarde la plupart des innovations, avant, c'était vu à la télé qui marchait. Maintenant, c'est vu sur les réseaux sociaux. Parmi les plus grandes innovations, on a Franui, on a la protéine de Thibaut Inchep. Eh ben, ça, c'est des produits qui viennent des réseaux sociaux. Mais à contrario, pour du référencement, notamment Malgorzata le disait, il y a eu quelques premiers magasins et puis c'est ensuite sur les réseaux sociaux, alors plutôt LinkedIn, professionnel. Cette visibilité-là, elle nous a permis effectivement d'avoir d'autres adhérents, d'avoir des référencements aussi pour des importateurs pour des pays étrangers. Donc l'aspect communication est relativement essentiel. Plus on fait parler du produit, plus on montre qu'il a une légitimité commerciale, en plus de sa légitimité de destination, quelque part, plus ça attire. Merci beaucoup. Alors, moi, je serais beaucoup plus intéressée aussi de savoir, selon vous, peut-être, je ne sais pas si Catherine est avec nous, moi, je ne la vois pas ou plus. C'est de savoir vraiment quels sont les défis que la start-up elle peut se confronter selon la grande distribution, selon vous. Et après, vraiment, je pense que ça les intéresse aussi de savoir s'il y a des erreurs à éviter de point de vue start-up ou bien de point de vue distributeur. Et si vous, retail et performance au distributeur, vous avez un checklist de 5 étapes à faire ou à ne pas oublier, ou c'est primordial à faire, ça sera, je pense, intéressant. Mais je demande aux participants aussi de préparer vos stylos, comme ça vous allez savoir où vos notes pour savoir les 5 étapes à faire ou les 5 défis ou les 5 erreurs à éviter. Si vous pouvez nous donner ça, je peux commencer par Damien, après Malgorzata et peut-être Catherine. À vous la parole. Peut-être, moi, je vais commencer. Avant de parler des erreurs, je vais parler des défis. Pour moi, j'en ai identifié 5. Moi, je les ai appelés les tensions. C'est la tension entre le produit et le marché. C'est est-ce que mon produit il est innovant et est-ce qu'il est vendable en GMS? Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce qu'il a sa place? Et donc, ça correspond aussi à la préparation que je dois avoir dans son univers concurrentiel. Le deuxième défi, c'est la tension du prix et de la valeur. Quel prix je dois donner à mon produit pour que mon distributeur ait suffisamment de marge et que moi aussi j'ai suffisamment de marge pour pouvoir communiquer, le supporter et activer. Parce que souvent, on veut lui donner une valeur trop importante en lui mettant un prix trop important. Et c'est ce mix entre le volume attendu et la valeur qui va faire le succès du produit. Je disais tout à l'heure, la rotation. Oui. Le troisième défi, après le produit et le prix, c'est la vitesse ou la solidité de mon produit, de mon projet. Parfois, on va aller vite. Et donc, est-ce que je dois commencer par du référencement local pour ensuite aller vers du régional ou du référencement national? Et cette question-là, elle doit être posée aussi sur le support que je dois avoir par rapport à ma force de vente,
mais aussi par rapport à mes finances, par rapport à ma supply, par rapport à la charge administrative que ça représente. Et ça, c'est des aspects, souvent, la partie administrative, on n'y pense pas, mais Malgorzata l'a évoqué tout à l'heure sur est-ce que je suis en EDI, est-ce que je sais remplir des fiches produits. Et chaque enseigne a ses spécificités, donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et le quatrième défi, c'est entre ma vision, je viens de créer un produit, ça va être le leader mondial et l'exécution terrain, et ben parfois il y a un écart parce que le temps que le produit rencontre son marché, il y a besoin de le supporter, de l'accompagner et de l'aider. Donc pour moi, voilà, ça c'est les défis. Et de ça, on peut en déduire des erreurs à éviter ou alors des recommandations clés. Pour moi, la première recommandation, c'est de parler business et pas parler produit. Donc, quel est mon chiffre d'affaires attendu? Quelle est la rotation? Quel est le panier moyen? Combien va-t-il rapporter au point de vente? Préparer son pitch. Préparer son pitch, mais en mode, souvent, on veut vendre son produit parce qu'on a travaillé en R&D, parce qu'on a développé quelque chose. C'est important de l'avoir, mais ce que va entendre le distributeur, que ce soit pour du référencement ou de la montée en distribution, c'est d'abord le business que ça va lui apporter. Donc, il faut parler business plus que produit. La deuxième recommandation, c'est commencer petit pour gagner grand. Est-ce que je dois faire un test? Souvent, on veut commencer par du référencement national dans toutes les enseignes. C'est ça. On veut commencer grand pour… Et parfois, il vaut mieux faire la preuve dans 10 magasins parce que là, on peut passer dans les 10 magasins, assurer logistique, des vrais chiffres. Et là, ça passera par un référencement soit régional, soit national. Le troisième, c'est sécuriser son modèle économique, parce que tant que je n'ai pas vendu, je ne connais pas mon niveau de marge, mon niveau de coût, mes capacités industrielles, je ne sais pas quels sont les frais cachés qu'on peut avoir liés à un référencement, l'importance de la communication que je peux avoir. Donc ça, c'est important de aussi sécuriser son modèle économique. Quatrième point, c'est d'investir dans le terrain. Donc ça, c'est comment je m'assure d'avoir une présence clé. Donc ça, soit par du partenariat, soit parce que je mets en place une force de vente qui peut être des stagiaires, des alternants ou autres. Hein, mais comment j'ai un relais jusqu'au carrelage, parce que expédier des produits, ça peut se traiter depuis un ordinateur, mais la réalité, il faut pouvoir aller jusqu'à la gondole. Et la cinquième recommandation, c'est penser partenariat, pas transaction. C'est construire une relation avec l'enseigne, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure. Hein. C'est comment on passe du statut de fournisseur au statut de partenaire. Et là, moi, j'ai un vrai conseil sur cette recommandation-là. N'hésitez pas, quand vous avez une start-up, à vous entourer et avoir un comité stratégique avec des personnes qui peuvent être influentes, soit parce qu'ils connaissent les enseignes, soit ils viennent des enseignes, soit ils connaissent des enseignes, des profils comme le mien ou celui de Catherine, pour vous accompagner, favoriser la mise en relation, avoir un œil extérieur sur votre stratégie. Après, vous restez décisionnaire, hein, mais au moins pour pouvoir se dire, OK, là, j'ai au moins un œil attentif de quelqu'un qui connaît, qui n'a pas forcément la science infuse, hein, mais au moins, ça évite de prendre… On sait qu'une erreur, elle peut être fatale sur une innovation, donc ça évite parfois de se tromper. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je pense que c'est parfait. Après, je ne sais pas si Catherine, elle est avec nous, si elle peut nous donner les checklists ou les 5 points à faire ou à checker ou les défis ou les défis qu'elle peut avoir une startup. Mais je ne suis pas sûre qu'elle est ici ou pas. Si, je suis là. Parce qu'on ne vous voit pas. D'accord. Okay. Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je serais obligée de paraffer Damien. Donc, je pense qu'il a effectivement bien évoqué les défis et puis les risques. Je pense, et Malgorzata pour en parler aussi, il faut être assez résilient.
voilà, on en a parlé, l'argumentaire commerciaux, le storytelling, le pitch, la communication, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même une communication, enfin des prises de parole qui peuvent être démultipliées, reprises. J'ai en tête dernièrement la marque Bretz qui a été achetée par Dualimpa, qui en fait un événement planétaire, mais presque. Donc, je trouve qu'il y a des vraies opportunités de visibilité, de prendre contact avec le consommateur, voilà, qui sont beaucoup plus développés qu'avant. Je pense qu'il faut persévérer. Voilà, il faut croire en sa chance. En plus de tout ce que a pu développer Damien, c'est effectivement croire en son projet, avoir de la patience, se nourrir des échecs de référencement. Il y avait une des questions qui était de se dire est-ce qu'il faut être prêt pour ne pas s'arrêter dans 3 mois? Donc, je pense que oui, il faut être prêt. On a un peu qu'une chance de faire bonne impression. Donc, il faut effectivement que l'ensemble des éléments du mix soit le plus abouti possible. Voilà, mais voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Je finis par Tom Algorzata avant de clôturer le webinaire. Alors, on aura besoin de 5 checklists à faire. Et qu'est-ce qu'on doit éviter? Alors, moi aussi, je signe avec Damien. Mais voilà, du côté des startups, donc oui, il faut être résilient, il faut s'adapter, mais je crois que c'est déjà dans l'ADN d'une marque qui se lance et de la startup, donc saisir toutes les opportunités d'apprendre. Bon, il y a des erreurs, évidemment, elles sont toujours là, mais voilà, un peu rectifier les tirs et de continuer. Maintenant, d'exister dans le rayon, ça c'est essentiel effectivement, de faire cette rotation, d'apporter cette plus-value. Maintenant, de communiquer, mais être présent, nous c'est notre difficulté. On peut communiquer beaucoup, mais où nous trouver, où nous acheter. Donc voilà, chercher de ces possibilités. Ensuite, c'est la question de force de vente ou de trouver un modèle. Bon, pour chaque start-up, ce sont des challenges. Comment s'assurer que les produits existent dans ces rayons, qu'il est bien exposé, de nouer ces relations aussi avec le chef de rayon, d'être présent. Et ce qui était indiqué aussi, de pouvoir être bien accompagné, d'écouter, d'apprendre, de profiter de ces savoirs voilà, de groupe. Moi, j'ai eu cette chance via cette innovation R&D voilà, de bénéficier aussi des conseils ou du regard de Damien, de Catherine. Ça ne veut pas dire que tout est gagné. Et on est cette innovation qui peut exister, mais qui pourrait disparaître. Bon, on fera tout pour ne pas disparaître parce qu'on a beaucoup de choses à prouver et à faire. Voilà, ça c'est nos grands challenges et les difficultés. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je pense que aussi les startups, ils doivent faire le premier, on peut dire vocab, ça veut dire vraiment attirer la grande distribution et après, avec la résilience et la motivation, je pense que ça peut arriver à un partenariat plutôt que juste un fournisseur. Alors, je tiens vraiment à vous remercier, Damien, Catherine et Malgorzata, pour le partage d'expérience. Et comme vous venez de comprendre, les startups, c'est bien d'avoir un bon produit, mais ce n'est pas tout. Il faut vraiment avoir de la performance. J'ai entendu beaucoup de fois performance, et aussi d'être à la hauteur des attentes des enseignes. Encore merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Et on se voit, je pense, très prochainement le mois de juin pour un autre webinaire Foodtech. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.